Bonjour, Pierre Gagnard. Bonjour. Vous avez vu comment vous êtes attendu aujourd'hui au CEFIA? Vous voulez sentir la chaleur de cette salle? On va vous demander de vous l'applaudir, Pierre Gagnard, s'il vous plaît. Voilà, ça s'appelle de l'accueil pour le CEFIA et pour Rennes. J'avais envie de vous présenter d'une façon pertinente, puisque vous êtes déjà si connu, vous qui êtes l'astronaute de la gastronomie, avec toutes vos étoiles que vous avez décrochées si jeune déjà. Et je me suis dit, de quoi va-t-on parler pour introduire cette rencontre? Moi, je me suis dit, ce que je voulais, c'est de proposer au public une présentation qui nous permet de plonger directement dans votre vie, dans votre cuisine. Donc, si vous me permettez, je vais lire quelque chose. Peut-être vous allez reconnaître, d'accord? C'est d'après la journaliste du Monde, Elina von Bardeleben. Le restaurant gastronomique est encore fermé, mais les cuisiniers préparent déjà le repas du soir. On demande à Pierre Gagnard s'il est possible de goûter un plat avant de partir. Oui, installez-vous, je vais m'en occuper. Seul dans l'immense salle, on attend la pitance en se demandant à quoi s'attendre. Mais rien ne prépare à la symphonie étourdissante de Pierre Gagnard improvisant en cuisine. Le principe de ces assiettes foisonnantes, c'est qu'à chaque bouchée, ce qu'on tient pour acquis s'effondre. Son navet braisé au miso est une douceur incomparable quand on le mange avec les gnocchis dodus qui l'accompagnent. Mais à la cuillère suivante, on attrape une olive verte qui rend le plat plus salin, plus âpre, jusqu'à ce que les dents croquent dans un abricot sec sucré comme une caresse orientale. Le plat suivant a l'allure d'un couscous végétarien avec ses prometteurs effluves de bouillon épicé. Mais à regarder de près, on y trouve, outre les légumes, de la saucisse de morteau et des huîtres. Quant au foie gras poché puis poêlé sur un lit d'oignons grêlot, servi avec des cubes de mangue, de gelée de poire et fruits de la passion, c'est le Space Mountain de papilles, sans cesse déstabilisé par l'alternance du frais, du confit, du gras, de l'acide. Chaque assiette est délicieuse, mais le plus frappant, c'est que l'aventure gustative que chacune d'entre elles révèle soit si harmonieuse. Au moment de prendre congé de Pierre Gagnard, dans le hall de sketch, la fausse neige se remet à tomber. On l'interroge. C'est qu'on a goûté, figure-t-il, à la carte? Ah non, là j'ai tout improvisé, répond le chef dont les cheveux fous se couchent comme des épis de blé sur la bourrasque des flocons. Il reprend. Et vous savez quoi? Là, je me suis amusée. Voilà votre cuisine, chef. Alors, je vous remercie d'avoir cité ce texte. C'était à Londres il y a 3-4 ans. Alors, ce texte prouve à quel point la cuisine, on parle de peinture, on parle de musique, mais à quel point la cuisine a besoin de mots. Et c'est ce qui a changé ma vie de cuisinier. C'est le premier papier que j'ai eu, c'était le 23 mars 1978, je m'en souviens très très bien, et c'était un journaliste qui n'était pas un journaliste, qui faisait ça plutôt pour le plaisir. Il était fou de gastronomie, c'était à Lyon, un guide s'appelait Lyon Poche, et chaque semaine, il avait une chronique, et cette chronique, il écrivait un repas, comme vient de le faire Elvire, qui est une journaliste au Monde, et alors, il n'y avait pas eu que ça, bien sûr, dans ma vie de cuisinier au départ, mais la façon dont il avait décrit un plat, qui était une pochette de Saint-Pierre au poivron doux, il avait mis des mots que j'étais, moi, pas capable de poser. Et ces mots, dit, mais voilà, la cuisine, c'est ça, c'est ce que je recherche. Et moi, la cuisine, c'est un métier que je n'aimais pas au départ. Ce qui a changé ma vie,
c'est quand j'ai compris qu'avec la cuisine, on pouvait toucher le cœur des gens, on pouvait aller vers les autres, on pouvait créer des émotions, on pouvait créer du lien, bien sûr du plaisir, mais surtout du lien. Voilà, ça c'est... Et la cuisine, elle a beaucoup évolué. Moi, je suis un enfant d'illustres personnages comme Paul Bocuse, les Trois Gros, et Berlin, et quelques autres. Et c'est eux qui ont ouvert la porte. Et cette porte qui est ouverte, elle est ouverte grâce à deux journalistes géniaux, qui étaient Henri-Gaud, Christian Millot, qui, les premiers, dans les années 80, un peu avant, ont écrit la cuisine. Et ça a tout changé. Voilà, c'est donc la cuisine telle qu'on est quelques-uns à la faire en France, dans le monde d'ailleurs aujourd'hui, parce que aujourd'hui la cuisine est devenue un fait mondial. Aux États-Unis, j'allais dire au Mexique, on parle pas de ça en ce moment, mais dans tous ces pays, il y a tellement de cuisiniers extraordinaires, mais quand même avec toujours une référence à notre culture française. Et je crois qu'aujourd'hui, on est justement, on est en train de découvrir qu'on doit exister par nous-mêmes. Et nous, la cuisine, enfin les métiers de bouche, on était très copiés au Japon, enfin tous les pays asiatiques, et on a beaucoup influé, et par notre petit travail quotidien, on a vendu du vin, on a vendu de la verrerie, on a vendu du linge, on a vendu plein de choses qui sont aussi une moyenne de faire du commerce. Voilà. Et donc ça rejoint aussi ce qu'est la société, ce qu'est le monde. Eh bien, je vais tout de même rebondir sur le fait que vous avez parlé de l'art à l'instant. Déjà, j'aimerais vous dire que ce texte, je l'ai trouvé dans un livre absolument remarquable, très très beau livre, qui s'appelle Une vie, une cuisine, qui est paru au mois d'août 2023 aux éditions Quéribus, voilà, avec des recettes, avec des photos et avec votre histoire très bien racontée. Vraiment, c'est parmi les livres, hein, vous êtes entouré de livres, vous êtes entouré de mots, et vous êtes probablement aussi entouré par d'autres formes artistiques qui peut-être vous inspirent. Pas vraiment. On est forcément marqué par des rencontres, par des expériences sensoriales, par un voyage. Mais je dois dire que c'est plutôt un dialogue intérieur. D'ailleurs, si je monte sur scène avec cette veste de cuisinier, c'est pas du tout par coquetterie, c'est pour ne jamais oublier, à moi-même, mais ça je le sais, mais aussi vis-à-vis des gens, que ma force, c'est la cuisine, c'est de cuisiner. Et cuisiner, c'est quoi? C'est des gestes, mais c'est aussi beaucoup de réflexion, beaucoup d'allers-retours comme ça entre des moments de silence, des moments d'intériorité, et puis le moment où on cuisine. Vous voyez, ce moment dont vous avez parlé, je m'en souviens très bien, c'était le restaurant qu'on a à Londres. Le restaurant était fermé, effectivement, et cette femme était venue vous passer 48 heures avec nous, et lorsqu'elle est arrivée très tôt, et puis voilà, il y avait des produits, et j'ai joué avec, et ce jeu, je me suis bien amusé. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on arrive comme ça à être une espèce de va-et-vient mental entre la tête, le cœur, les mains, ben, il se produit quelque chose qui est le reflet de votre savoir-faire, avec ses lacunes, avec ses forces. Voilà, donc c'est pas la musique qui non, bien sûr que je suis intéressé par tout ça, mais en aucun cas ce ne sont des sources d'inspiration. Bon, très bien. Donc, nous avons entendu peut-être un brin de votre processus de création. Et là, vous venez de nous parler de l'art, monsieur. Je continue tout de même dans cette mouvance de restaurants. Donc, vous avez parlé de Londres, mais il y a aussi Séoul, il y a Shanghai, il y a Dubaï, il y a 3 restaurants sur Paris, il y a des restaurants à Châtel. Oui, La Rochelle. Voilà, La Rochelle. Oui. Donc voilà, vous êtes à la tête de plein de cartes, de plein de créativité, de plein de lieux.
qu'est-ce que ça représente pour vous de cuisiner comme ça en ayant toute une géographie éparpillée, des cultures autres? Puisque vous partagez quand même des moments d'intimité en cuisine avec des brigades qui sont par exemple en Corée. Oui. Ça n'a plus rien à voir ici. Oui. D'abord, au départ, le premier projet qui était à Londres il y a 25 ans, c'était, quand on m'a sollicité, est-ce que tu ne vas pas perdre ton âme? Est-ce que tu ne vas pas te disperser? Parce que, n'aimant pas ce métier au départ, je m'en suis fait une très haute idée d'exigence, d'honnêteté et d'implication au quotidien sur un lieu. Donc, prendre un autre lieu, il y avait un risque. Et puis, ce risque, je l'ai mesuré. Et puis, c'était aussi, est-ce que tu vas être capable, toi qui es quelqu'un qui plutôt... qui travaille sur les sentiments, sur l'instinct, sur des choses très intériorisées, est-ce que tu vas pouvoir verbaliser tout ça? Et puis on y est arrivé. Mais je vois les limites de ce que je peux faire. Et je sais que je ne peux pas guère aller plus loin. Parce que, évidemment, je ne suis pas un homme d'affaires. Je fais du commerce parce que c'est du tout seul et c'est très bien, parce que le commerce c'est la paix. Le commerce, on est en plein dedans en ce moment. Le commerce, je vends, t'achète, donc c'est aussi une forme d'aller vers les autres. Et puis il y a tout un jeu de créer des familles comme ça. Tout à l'heure, j'ai eu mon chef de Shanghai, j'ai eu mon chef de Londres. Ce matin, j'étais avec un autre chef d'un autre endroit. Et donc c'est aussi des familles d'esprit que j'ai créées. Des gens qui croient en ce que je défends. Voilà, c'est donc c'est des belles histoires humaines aussi. C'est peut-être ça qui est encore peut-être plus important que l'assiette bien remplie aujourd'hui. Voilà, l'humanité que ça crée est tout à fait extraordinaire. Ah oui, en vous écoutant, bien sûr, à n'en pas douter, la relation humaine est au cœur même de votre travail. Mais toujours est-il que lorsque vous allez dans ces endroits, il y a des produits spécifiques aussi à sublimer. C'est votre curiosité qui vous pousse éventuellement à créer avec ces personnes des menus qui vont faire rêver des gens. Alors la curiosité, elle est tout à fait indispensable, parce qu'effectivement, les pays en Asie notamment sont des pays très protectionnistes. Donc, hors de question, en plus en ce moment, c'est encore plus grave, c'est encore pire. On ne peut pas exporter ni du homard, ni de l'agneau, ni des produits, je dirais, comestibles. Peut-être. Et donc, on doit très vite plonger dans le pays et puis trouver les clés par une rencontre, par une découverte d'un produit qu'on nous a proposé. Et puis, de toute façon, on parlait tout à l'heure, j'ai répondu un peu négativement sur les influences, mais malgré tout, lorsqu'on est même en France, là, je vois, on a quelques lieux en France. La cuisine de Nîmes n'est pas celle de Châtelaillon. Paris c'est pas Courchevel. Donc c'est aussi être un peu caméléon et être capable de comprendre et de rendre hommage au pays ou à la ville dans laquelle nous sommes. Voilà. Mais l'obligation, elle est claire, parce que les produits, on doit travailler avec les produits locaux. Et il y a de belles découvertes à faire. Voilà, c'est ça, il y a des très belles surprises. Évidemment, des très belles surprises. Oui, parce qu'en plus, quand on lit un peu, on va se documenter sur vous, etc., il y a beaucoup d'ingrédients, des choses qu'on ne connaît même pas le nom, et on finit par découvrir. Ça fait partie des noms énoncés dans les plats de votre carte. Oui. Donc, il y a d'ailleurs une anecdote, si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous. C'est la fameuse crème anglaise qui a été détournée, qui est devenue une sauce qui a le nom dans votre carte lorsque vous l'utilisez. Et en fait, c'était parce que quelqu'un vous avait mis en défi d'enlever les œufs de la crème anglaise, non? C'est pas quelque chose comme ça? Oui, mais je m'en souviens, à vrai dire, je m'en souviens plus. Je n'ai pas noté le nom. Bon, on va vous devoir cela. Oui.
Voilà, donc il y a quand même beaucoup de transformations, beaucoup de choses. Ça me donne l'opportunité alors de venir un peu plus, quitter un peu les étoiles et venir un peu plus terre à terre ici avec vous. C'est la première fois que vous visitez Lucefia et je pense que c'est votre aussi curiosité qui vous a poussé à venir fouler le parterre de Parc Expo. Vous avez déjà fait un petit tour. Quel est votre sentiment de moment? Alors moi, déjà ce qui me fascine, au-delà des produits, moi longtemps, je me suis pas promené en France. Bon, et il m'arrive, c'est pas mon métier, hein, mais de faire quelques interventions comme celle-ci. Et moi, ce qui me fascine dans des lieux comme ça, c'est le cœur d'un pays. C'est un pays qui est bas, c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui malgré les problèmes de notre société, qui sont les charges, les horaires, le rapport aujourd'hui des employés par rapport au travail, eh ben, on est dans une société vivante qui crée ce qu'est notre société réelle, quoi. On est dans le réel. Voilà. Alors après, effectivement, c'est fascinant. Parce que tout à l'heure, on m'a parlé de gens qui viennent pour découvrir un objet qui va déterminer la qualité de l'eau. Enfin, donc ça va bien sûr de boissons nouvelles, ça va des épices, ça va des gens qui présentent des miels extraordinaires. Enfin, j'ai pas tout vu évidemment, mais c'est donc l'agroalimentaire, aujourd'hui, elle tient une place capitale parce qu'on découvre depuis quelques années maintenant qu'on doit pas gaspiller, on doit trouver des alternatives à des produits qui deviennent de plus en plus rares, de plus en plus chers. Donc il y a aussi des gros enjeux économiques qui aussi, nous sommes dans une petite niche d'exception, mais la population, on doit nourrir la France entière, pas quelques happy few qui vont venir dans nos lieux, évidemment. Voilà, justement, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la cuisine, c'est un métier, et ce métier, il y a vraiment beaucoup de techniques, hein, il y a une technicité, parfois, il y a des artistes comme vous qui sont part de ces techniques pour faire quelque chose de sublime. Néanmoins, est-ce que votre cuisine n'est pas très éloignée de ce que vous êtes en train de découvrir ici? Quel est là, quand vous dites nourrir tout le monde, évidemment, votre restaurant, vos restaurants, c'est différent. On ne va pas se nourrir de la même manière. Votre restaurant, c'est un moment d'exception. Néanmoins, c'est comment vous voyez cette cuisine qui n'est pas la vôtre de travail? Je pense que ce sont des mondes différents, mais c'est pas des mondes parallèles, c'est des mondes qui s'entremêlent. Parce que par exemple, le restaurant multiplié par X 100 000, ça donne des tendances. Sur les goûts des gens, par exemple. Donc le goût des gens, eh bien l'industrie s'en empare. Et puis, enfin, un objet de consommation qui va être dans les grandes surfaces, qui va être divulgué à beaucoup plus de monde. Oui, oui. Eh bien, là... Vous avez, comment dirais-je, vous avez plusieurs brigades à gérer. Quel genre de chef êtes-vous au quotidien avec les gens dans vos restaurants? Eh bien, je sais ce que je veux, évidemment. Je suis exigeant, mais je suis à l'écoute. Je fais très attention aux mots. Très attention à la façon d'exercer son autorité. Je crois qu'aujourd'hui c'est un sujet qui d'ailleurs préoccupe tout le monde. Moi, ce sujet, je m'en suis emparé il y a plus de 40 ans parce que moi-même j'avais vécu d'abord au sein de ma famille. Mon père avait un restaurant. C'était pas un méchant, mon père, mais il savait pas parler aux gens.
Donc moi, je comprenais pas ce rapport qu'il avait aux autres. Et puis après, l'apprentissage que j'ai fait dans différents endroits où je trouvais que la bêtise était un peu reine, quoi. Mais aujourd'hui, d'abord, le niveau des... la cuisine, il y a 30 ans ou 40 ans, moi, quand j'ai démarré, même avant, t'es enfant et cuisinier, t'es pas bon à l'école, on était un peu les rebuts de la société. Donc le niveau était pas terrible, quoi. Aujourd'hui, les gamins, ils lisent, ils font du sport, ils vont voir des expos, ils connaissent leurs droits, parfois trop, mais c'est normal. Donc le rapport au travail a changé, les gens ont des vies privées, le rôle des femmes est de plus en plus important, le rôle de la famille a beaucoup évolué. Moi, j'ai des enfants, ils n'élèvent pas leurs enfants comme je les ai élevés. Moi, mon travail, c'était tout. Aujourd'hui, même les plus passionnés, ils arrivent à cloisonner. Alors, parfois, c'est trop. Donc, c'est toujours pareil, trouver. Et moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer avec les gens avec qui je travaille. Dire, cette passion, si vous voulez la vivre, il faut quand même y aller, quoi. Mais pas y aller jusqu'au burn-out, pas y aller jusqu'à mettre sa vie privée en danger. Voilà. Mais il faut quand même pas se faire mal, c'est clair. Donc c'est un peu un sport de combat, quoi. On joue pas en équipe de France si on veut jouer, faire que de la baballe, quoi. Il y a un moment, il faut se faire mal. Et c'est ce que je demande aux gens qui m'accompagnent, évidemment. Mais tout ça dans le respect, dans l'écoute, dans l'attention, et puis important également dans le partage d'informations. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, travaillant pour des groupes un peu importants, je trouve que souvent on tient les gens dans de l'ignorance, alors que si on sait les choses, si on veut des abdos, on dit j'en ai 50 à faire. On les fait plus facilement que si on ne sait pas qu'il y en a 50 à faire. Voilà, vous voyez, on a besoin d'une ligne, on a besoin d'un but, on a besoin d'avoir un cap on peut très bien dire aux gens, on a un problème, pour telle et telle raison, on explique aux gens. Donc moi je fais bien sûr de la cuisine, mais je fais aussi beaucoup de RH, beaucoup d'écoute des autres. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que j'ai la chance, mais je m'en donne les moyens, de garder longtemps les gens près de moi. Parce qu'aussi, c'est un sujet qui me préoccupe énormément. Pour faire de la qualité, il faut de la fidélité. Il faut de l'engagement, il faut tracer le sillon profond. C'est pas Dutch, c'est pas Et aujourd'hui, peut-être que le côté négatif de ce qui est un peu paillette, c'est à la télé. On a fait 2 assiettes, on pense que non, c'est pas ça. C'est tous les jours, être capable de nourrir de façon égale les gens qui s'assoient à nos tables. Oui, je pense que j'ai lu dans la presse, ou bien il y a au moins un commentaire qui a surgi autour de votre expérience, de votre vie, qui parle que le métier de cuisinier, tel que vous faites dans la haute gastronomie, ça ressemble beaucoup quand même au métier des sportifs de haut niveau. Il y a une abnégation, il y a des heures et des heures, c'est vraiment un entre-soi aussi, très fort. Et parfois, des personnes sont dedans et ont besoin de soulager un peu la soupape et finissent peut-être par opter par faire des choix de pouvoir s'adonner un peu à la fête, un peu trop ou autre, alors que la dureté de métier, ce que vous dites, cette douleur, c'est d'accepter d'être tôt au rendez-vous, avec la tête fraîche, ouverte, pleine d'énergie, quoi, pour le donner. Oui, tout à fait, oui. Après, les conditions de travail ont beaucoup changé. Hein, il faut festoyer de temps en temps quand même. Oui, mais justement, il ne s'agit pas de se faire mal pour rien. Mais c'est vrai que si on veut durer, il y a quelques règles de vie assez spartiates qu'il faut adopter pour effectivement rester sur la scène longtemps. Toucher à l'excellence, donc est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on a tout un parterre d'excellence, mais vous voyez des jeunes aussi qui arrivent derrière, cette transmission en train de se faire? Comment vous décrivez,
Pouvez nous décrire la scène de gastronomique française de 2025, là à l'heure où nous sommes? Alors moi, je ne suis pas un sociologue. Je m'occupe de mes affaires, donc ma réponse, elle sera très imparfaite. Je pense, comme toujours, il y a un petit pourcentage de jeunes gens qui ont la foi, qui ont l'envie, et puis d'autres, ils vont rester en surface, voilà. La scène gastronomique, elle est elle est multiple. Aujourd'hui, les gens vont zapper, ils vont manger mexicain, ils vont manger un hamburger, ils vont manger une soupe, ils vont manger un sandwich, ils vont peut-être venir dans nos maisons. Donc ça, c'est positif et ça très bien. Parce que moi, je ne dirais jamais du mal d'un Burger King ou d'un McDo. Je trouve que ça a une fonction sociale, à condition de ne pas en manger un tous les jours. Mais tout élément... tout à l'heure, j'ai mangé un sandwich qui était très bon. Et c'était qu'un sandwich. Il était délicieux. Il était bien fait. Le pain était bon. Et l'intérieur était délicieux. Voilà, donc... la société aujourd'hui passe effectivement est très préoccupée par son temps libre. Le travail semble être moins important et ça on peut le regretter parce que je pense que, j'en suis certain, pour le vivre depuis quand même pas mal de temps, le travail bien fait est source de joie profonde. Et vraiment, le travail fait avec soin, avec cœur, alors bien sûr, il y a des métiers qui sont moins gratifiants que d'autres. Voilà. Mais moi, je verrai. Si je reste dans la branche dans laquelle je suis... et d'ailleurs, c'est pas forcément la coller à des étoiles ou à des notes. Non, on peut avoir un food truck et le faire avec amour, soin, gentillesse et à 15 € rendre les gens très heureux, hein, ou même peut-être même moins d'ailleurs. Ouais. Vous parlez de sandwich, là, ça attise quand même notre curiosité, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a déjà mangé, hein, parce que ce serait vraiment une torture tout ça. Quel mangeur êtes-vous? Comme tout le monde, j'ai deux façons de manger. Lorsque je voyage, je mange beaucoup plus, parce que il y a le stress, il y a la solitude, mais lorsque je suis dans mon restaurant à Paris, salade, légumes à l'eau, voilà. Alors, je dis pas que je fais pas parfois je dérape comme tout le monde, hein. Le carré de chocolat de trop ou la confiture la cuillère de confiture qui est par une, qui est 3. Voilà, donc je suis tout à fait normal. Hein. Oui. Un verre de vin assez souvent ou plutôt de temps en temps? Plutôt de temps en temps, oui. Et le dessert? Là, le dessert, c'est pareil. Il n'y a pas de règle. Je pense que le sucre, comme le verre de vin, si on le gère en fonction vraiment de ses besoins, de ses envies, le corps, il se régule tout seul. Les régimes, c'est souvent une façon de rechuter plus tard. Alors que si on mange de tout de façon raisonnable et surtout en ayant le sentiment, en percevant bien sa satiété, on peut même boire du vin tous les jours. À mon avis, c'est pas un problème. Mais juste savoir s'arrêter juste avant. Voilà. Juste avant d'être fatigué. Ouais. Et est-ce que vous avez senti beaucoup de changements, d'évolution aussi dans la façon de manger de vos clients? Non, enfin, le non, il va se transformer en oui si on prend du recul, on prend de la hauteur et qu'on lit les menus qui étaient faits dans les années 60 à ce qui se mange aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il y a le sans gluten, il y a les veggies, il y a les végétariens. Même si ce pourcentage n'est pas très important en France, c'est un 7 à 8% de végétariens. Ça bouge pas beaucoup. Les gens mangent moins et boivent moins. C'est clairement. Oui.
Vous avez senti? Oui, 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 oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la cuisine un peu, enfin, je vais dire, une cuisine plutôt vouée à la santé, vraiment, parce que vous savez, ici, nous sommes dans un endroit où il y a pas mal d'innovations, il y a la sécurité alimentaire, il y a tout un focus aussi pour l'alimentation pour les seniors, etc. Ce sont des sujets qui... Alors, qui me préoccupent en tant que citoyen. C'est quelque part, c'est pas mon problème, tout en étant mon problème, parce que je suis cuisinier, mais je suis aussi un homme qui vieillit, qui aujourd'hui, je vois bien ce que je mange n'a pas les mêmes conséquences sur mon corps qu'il y a 40 ans. Donc, évidemment, se pencher sur la nourriture du troisième âge, c'est très important, parce que la nourriture, elle doit être joyeuse, elle doit être ludique. Et aujourd'hui, on voit bien combien la solitude engendre la mauvaise nourriture, et c'est une espèce de cercle qui s'autodétruit. Je suis seul, je mange moins. Là, donc, et aujourd'hui, grâce à l'industrie, justement, il y a des solutions qui permettent de manger une soupe qui sera peut-être une soupe lyophilisée. C'est génial, le lyophilisé. C'est extraordinaire. Avec des goûts merveilleux, oui, merveilleux, et puis des règles organoleptiques qui permettent de donner les bonnes séquences de vitamines pour l'individu. Donc c'est très important, oui. Tout à l'heure, on évoquait le fait que dans la cuisine, il y a pas mal de techniques. Et là, vous abordez un sujet. Ça me donne envie de vous poser la question suivante. Quand vous êtes en train de créer, vous vous adonnez beaucoup à des différentes techniques. Vous cherchez aussi à, je sais pas, à tester des choses. Vous parlez beaucoup d'une cuisine de l'instant, mais est-ce que techniquement parlant, c'est très tenu Alors, oui, mais oui, l'industrie a permis d'avoir des fours très performants, les autocuiseurs, il y a tout ce qui est four aujourd'hui ou fourneau sont des objets qui sont adaptés à la taille des gens pour qu'il y ait moins de fatigue. Donc le matériel aussi est plus élégant, il est moins lourd. Les grosses casseroles en cuivre, c'était très beau, mais c'était absolument épuisant. Donc ça, c'est terminé. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont allégées dans la façon de préparer. Les préparations sont infiniment plus légères qu'il y a 50 ans. Oui. Mais le cœur de notre travail reste la main, c'est le geste qui va faire la différence. Aujourd'hui, tout le monde en cuisine a un ordinateur, tout le monde a son petit truc, ses petites recettes, organise sa vie professionnelle par rapport à cet objet extraordinaire. Alors ça, mais globalement, la gestuelle, les rites, le rapport à la chaleur, le rapport aux cuissons. Alors, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas encore entrée dans nos cuisines, mais pour l'instant non. Mais parce que la personne qui va mettre son doigt sur la pièce de viande pour voir si elle est bien cuite, à point, bien sûr, on peut mettre une sonde, bien sûr, mais la viande, ça va dépendre de l'âge de la bête, ça va dépendre de son vieillissement, même pareil pour les légumes. Donc, à un moment, c'est l'instinct, c'est ce qu'on appelle le talent aussi. Le talent du cuisinier qui va sentir les choses. Voilà, ça dépend du doigt du bonhomme, quoi. De comment il se réveille le matin, de comment il se sent à l'instant. Oui. Puis il y a ce qu'on appelle le talent. Hein. On n'est pas tous identiques face à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas cuisiner? Oh non, moi j'aime tout cuisiner, oui. Et manger? Tout, il n'y a pas de problème. Et à la maison, c'est madame ou monsieur qui cuisine? Alors à la maison, je n'y suis pas souvent malheureusement, mais ni l'un ni l'autre.
Moi, à la maison, j'aime pas cuisiner et ma femme n'aime pas cuisiner. Ah. Donc, balle au centre. Mais ça doit être difficile quand même de cuisiner pour Pierre Gagnère. Non, mais non, elle n'a pas épousé Pierre Gagnère, elle a épousé Pierrot. Hein. Très bien. Nous arrivons bientôt presque à la fin de cette rencontre. J'imagine que peut-être une ou deux personnes du public souhaiteraient aborder un sujet culinaire avec Monsieur Gagnère. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question portée sur la cuisine ou... Monsieur. Bonjour chef, j'ai eu l'occasion de suivre la saison de Top Chef l'année dernière. Vous étiez dans la brigade cachée, c'est juste pour savoir si on va vous revoir dans cette émission. Oui, mais de toute façon, beaucoup plus discrète cette année. D'accord. C'est fait, c'est dans la boîte. Oui, c'est fait. Merci chef. Ah, il y a quelqu'un là-bas au fond qui souhaite poser une question également. Bonjour Pierrot. Non, excusez-moi. Bonjour Monsieur Gagnère. Juste une question. Est-ce que vous avez vu le film Comme un chef, que je trouve absolument fabuleux, avec Michael Young et Jean Reno? Ah, c'est un film assez ancien, ça. Peut-être une dizaine d'années. Mais pour moi, ça décrit extrêmement bien le monde que vous avez décrit, que je ne connais pas du tout, d'ailleurs, des grands restaurants. Non, je ne l'ai pas vu, ce film. D'accord. Merci, monsieur. Il y a peut-être une personne. Par contre, je vous invite à voir le film sur lequel on a participé il y a 2 ans, qui s'appelle La Passion d'Odin Bouffant, qui, à mon avis, est nettement supérieur en termes cinématographiques à ce film-là, qui est une ode à notre culture incroyable. Ce film a eu prix de la mise en scène l'an dernier à Cannes, et c'est un film qui est d'une douceur, d'une élégance, et qui est vraiment un très bel hommage à ce qu'est notre pays. Ouais. En termes de la langue, la campagne et bien sûr la cuisine. La Passion d'Odin Bouffant. Ah oui, ça y est. Avec Jules Binoche et Benoît Gimel. Voilà. Les références cinématographiques sont données. On est en train de parler de médias, de cinéma, de vidéos. Vous êtes présent, sur Instagram, par exemple, on voit pas mal des choses, des capsules de vous, etc. Comment vous vivez cette exposition? C'est quelque chose que vous aimez bien? Non, ni j'aime ni je déteste. C'est un... moi, je m'en occupe pas du tout. Vous participez tout de même? Oui, je joue le jeu parce que je suis pas stupide. On vit dans un monde de communication. Surcommuniquer est dangereux. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai pris un peu de distance par rapport à Top Chef. Il y a beaucoup de choses que je refuse. Parce que, d'abord, on peut pas réinventer sa vie tous les matins. J'ai un parcours. Voilà, je vais pas lui tordre le cou pour raconter d'autres histoires. Donc il faut le faire parce on est dans un monde où il faut exister. Donc on fait du commerce justement. Voilà, donc il faut le faire de façon discrète et surtout qui corresponde à ce que vous êtes vraiment. Mais ce qui est super dans votre cas, du moins, c'est que vous avez quand même un capital sympathie énorme, vous êtes très charismatique, enfin, tout le monde a envie de recevoir, de discuter, d'entendre Pierre Gagnère. Est-ce que ça fait partie aussi de votre idée de la transmission vis-à-vis des nouvelles générations ou... Est-ce que vous dévoilez des choses aussi par rapport à la cuisine Je ne crois pas trop au mot transmission, on va dire. Moi, exemplarité, oui. Attitude, oui. J'arrive à un âge où je crois pouvoir le dire sans fausse modestie que je suis arrivé à ce que je fais sans écraser personne, sans goût du pouvoir, juste comme ça, tranquille, en étant toujours attentif à ne pas blesser les gens qui m'entouraient. Voilà. Et puis après, la transmission, qui même me suivent. Et puis après, chacun prend ce qu'il veut de moi. Il y en a qui vont être
intéressé pour un aspect de ma personnalité, mais on n'est pas... Je leur dis pas faites comme moi. Je leur dis juste voilà une façon d'aborder un métier qui donne un sens à votre vie. Voilà. Moi, je crois que ça c'est très important. C'est de... Bien sûr, la vie privée, tout ça c'est très important, mais le travail, c'est ce qui structure votre vie à vous, votre vie familiale, et ça a un impact énorme sur les gens qui vous entourent. Donc, pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. À vous entendre, Pierre Gagnaire, il y a une chose qui saute aux yeux, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a entendu Pierre Gagnaire dire au départ que lorsqu'il a commencé à faire la cuisine très jeune, il n'aimait pas ça. On est d'accord. Il y a une histoire derrière peut-être qui explique cela. Mais finalement, là, aujourd'hui, dans cette troisième et dernière journée de Cefia, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend que de l'amour. On est d'accord. Vous êtes en train de faire une déclaration à votre vie de cuistot, là. Mais non, ma vie tout court, enfin ma vie d'homme, ma vie, le travail, la vie privée, c'est un tout. Il n'y a pas de cloison entre les deux. Voilà. Et à chaque moment de votre vie, vous avez des moments où vous vous asseyez, vous faites malgré vous, vous faites un peu un état des lieux, voilà, qui vous permettent de réajuster parfois certaines choses, mais qui vous permet de dire oui là c'est bon, tout est en ordre. Mais la vie c'est... Aujourd'hui, ce matin, entre Paris et Rennes, j'ai réglé des problèmes qui étaient vraiment pas sympas. Voilà. Mais il fallait les régler. Voilà. Oui, mais c'est ça. Et il fallait pas être gentil. Oui. Il fallait être un peu sévère. Bon, en tout cas, nous, c'est sûr, on n'a pas vu Pierre Gagnaire pas gentil ici. Hein. On l'a vu vraiment charmant, merveilleux. On va garder effectivement cette image de vous, même parce que je souhaiterais quand même vous rappeler que toutes les rencontres ici à l'Agora et aussi dans la salle de conférence vont être disponibles à la fin de la semaine sur la chaîne YouTube du Cefia. Donc il ne faut pas rater ça, revoir et repartager avec bonheur toutes ces rencontres qui ont lieu et celle ici qui a le coup de cœur. Est-ce que vous savez que vous êtes le coup de cœur du Cefia cette année? Ah non, je ne sais pas. Je découvre. On a annoncé votre venue en pleine Saint-Valentin pour faire de vous vraiment le coup de cœur. C'est quand même quelque chose. Je pense qu'ils attendaient quand même déjà depuis un moment qu'un chef vienne visiter ce lieu. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que vraiment, le monde que je défends, le monde dans lequel je suis, je baigne, il est totalement imbriqué dans ce monde-là. Je le répète, on n'est pas des mondes parallèles, on est des mondes qui s'entrelacent. Oui. Donc, voilà, le rendez-vous était pris là, c'est très bien. Vaut mieux ça maintenant, bien sûr. Vous allez peut-être repartir à Paris avec plein de choses dans la tête, plein de rencontres, même si ça sera court, hein, comme séjour pour vous ici. Si vous avez une chose à retenir de ces quelques heures que vous avez déjà passées ici, ça serait quoi? Énergie et qualité. Ah, les deux choses que vous avez en vous, en fait. C'est pas mal, non? Ah, oui, c'est pas mal. Bon, très bien. Je pense que nous allons alors terminer cette rencontre maintenant en applaudissant très chaleureusement notre invité, Pierre Gagnaire. Merci infiniment d'avoir prêté vraiment ces moments avec nous et votre disponibilité. Merci. J'étais très heureuse. Je termine juste ce moment avec vous en vous remerciant. Évidemment, vous qui êtes présents maintenant, mais vous également qui sont venus ici sur la scène Agora, vous qui nous regardez peut-être sur le web et qui découvrez ces contenus de la scène Agora, mais aussi de Cefia. Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui sont dans le stand, toutes les exposants, les personnes qui organisent ce salon, les personnes de VIP, les hôtesses, la sécurité, toutes
ce monde qui font de ce 3 jours une fête autour de l'agroalimentaire ici à Rennes. Et j'aimerais aussi remercier très chaleureusement l'équipe technique qui m'accompagne ici à l'Agora. Donc si je peux aussi vous demander juste un petit peu d'applaudissements parce qu'ils sont tellement chouettes. Franchement, ils ont un accueil incroyable et vraiment on a passé un super moment avec vous ici pendant ces 3 jours. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Kenavo.